Donc je vais vous parler des arômes des raisins des vins, et pour ça on va faire un peu de chimie, mais aussi un peu de biologie animale et de biologie végétale tout au long de cet exposé. Donc, comme on vient de vous le dire, je travaille à l'INRA de Colmar. Donc, l'INRA de Colmar, c'est un centre INRA qui travaille majoritairement sur la vigne, pas seulement, mais en grande partie sur la vigne. Donc, il y a 2 unités de recherche. On a 40 hectares de culture, dont 11 hectares de vigne, donc 2000 m² de serre. Et donc, on a tous les équipements pour travailler sur la vigne, de vinification expérimentale pour nos expérimentations, mais également de vinification commerciale, puisqu'on fait du vin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur la vigne à Colmar? Donc, il y a une unité de recherche qui s'appelle Santé de la vigne et qualité du vin. Et donc, le but de nos recherches, c'est de proposer des solutions pour une viticulture durable et respectueuse de l'environnement, autant qu'on puisse le faire. Et donc, pour ceci, un des programmes phares, c'est de créer des nouvelles variétés de vignes qui produisent des vins de grande qualité et qui sont naturellement résistantes aux principales maladies de la vigne, en tout cas celles qui font qu'on est obligé de traiter la vigne, à savoir les maladies foliaires comme le mildiou, l'oïdium, et maladies virales idéalement, et également des nouvelles variétés adaptées au changement climatique. Donc ça, c'est ce qui est pour nos recherches. Et donc, mes recherches à moi, celles de mon équipe, en fait, c'est essentiellement sur la qualité des vins et qu'est-ce qu'il faut dans un raisin pour faire des vins de qualité. Alors, comme je vous le disais, on produit également des vins, donc c'est des vins commerciaux à l'INRA de Colmar. On a des vignes qui sont des vignes en appellation, on a des grands crus, donc on a une partie vinification expérimentale, mais une partie vinification commerciale. Et donc, pardon, il y a toujours un peu de délai. Non, c'est ça. Donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est finalement, on va essayer de voir d'où viennent les arômes des raisins et des vins, et qu'est-ce qui fait. Donc là, bon, je vais vous parler surtout de vins et de cépages alsaciens, parce qu'on dirait qu'à Colmar, c'est surtout ça qu'on a dans notre vignoble, mais ça s'applique à d'autres cépages. Bon, on va parler de muscat par exemple. Alors il y a pas mal de muscat en Alsace, mais pas seulement. Il y a du muscat dans le sud de la France. C'est exactement le même principe. Ce que je vais vous dire sur le muscat d'Alsace vaut également pour le muscat qu'on trouve dans le sud de la France. Alors, le Riesling, on en trouve en Alsace, mais pas seulement. On en trouve en Allemagne, on en trouve aux États-Unis, on en trouve dans différents endroits. Et ce que je vais vous dire sur le Riesling, c'est une caractéristique du Riesling. C'est vrai également sur des Riesling américains, par exemple. Voilà. Donc, on va se poser la question, d'où viennent les arômes des raisins et des vins? Et finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre les cépages? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes arômes? Alors, quand on parle d'arôme du vin, enfin quand on pense arôme du vin, on a un certain nombre de qualificatifs qui nous viennent à l'esprit, comme par exemple le fruité, des arômes verts, des arômes floraux, des arômes épicés, des arômes d'agrumes. Et dans une première question qu'on peut se poser, c'est là qu'on va faire un petit peu de chimie, c'est qu'est-ce que c'est qu'un arôme? Alors on va faire un peu de chimie et un peu de biologie. Alors au niveau chimique, les arômes, ce sont des petites molécules qu'on peut qualifier d'odorantes. Alors petites, parce qu'il faut qu'elles aient une propriété chimique, c'est qu'il faut qu'elles soient volatiles. Donc un arôme, il faut que ce soit dans l'air. Et c'est une molécule donc, qui est volatile, donc qui est petite, parce qu'une grosse molécule, en général, n'est pas volatile. Il faut qu'il y ait une taille maximale, après c'est plus volatile. Donc c'est une petite molécule, et elle est odorante. Alors qu'est-ce que c'est déjà, brièvement,
qu'une molécule. Donc, ce qu'on connaît bien, c'est la molécule d'eau. Donc, la molécule, c'est la structure de base des corps et de la matière. Et donc là, vous la connaissez tous, H2, donc 2 hydrogènes et un oxygène. Donc, c'est comme ça qu'on peut les représenter. On verra d'autres représentations. Et donc, ces molécules sont constituées d'atomes. Ici, un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Alors, ces molécules sont très petites. Donc, une goutte d'eau, c'est environ 1000 milliards de molécules. Donc, ça, ce sont des représentations. On n'a pas de photos. On a des photos de macromolécules, comme de l'ADN, par exemple, mais des molécules si petites que ça, c'est vraiment trop petit. Donc, on en fait des représentations, comme ceci. Et toutes les molécules que je vais vous montrer dans la suite, ça sera des représentations. Alors, qu'est-ce qu'un arôme maintenant? Alors ça, c'est un arôme. On va en reparler. Donc là, vous avez 2 représentations qui représentent la même chose. C'est 2 représentations différentes, en fait, de cette molécule, dont on va parler dans la suite. Donc ça, c'est une molécule qui est odorante. Et donc, avant, vous aviez des atomes d'oxygène et d'hydrogène. Ici, vous les retrouvez. Et là, en noir, il y a des atomes de carbone. Et donc, l'autre représentation de ce type plus simple de ce type de molécule, c'est celle-ci. On reviendra dessus. Alors après, on peut se demander, donc cette molécule dont je viens de vous parler, c'est du linalol. Alors c'est un alcool de la famille des terpènes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un des arômes typiques des vins et raisins de muscat. Alors cette molécule, elle est odorante. Cette molécule-là, c'est de l'eau. Donc ici, dans la pièce, il y a de la vapeur d'eau, donc on respire de l'eau, mais ça sent rien. Et si vous respirez un verre d'eau minérale, ça sent rien. Et si vous sentez quelque chose, c'est l'eau de la piscine, mais ce n'est pas l'eau que vous sentez, c'est le chlore qu'on met dedans éventuellement. Donc l'eau, ça sent rien, à notre nez en tout cas. Et donc, peux-je demander pourquoi certaines molécules sont odorantes, comme celle-ci, et pas celle-ci? Alors déjà, qu'est-ce qui nous sert à percevoir l'odeur d'une molécule? Alors, ce n'est pas la langue. Donc la langue, c'est les goûts. Alors les goûts et les odeurs, c'est relié, on va dire, mais c'est quand même perçu par des organes différents. Donc les goûts, c'est assez simple. Les goûts, il y en a 5. Donc amer, acide, sucré, salé et umami. Et ça se perçoit dans la langue. On a donc des cellules réceptrices du goût dans la langue. Et les 5 goûts, c'est ça. Alors le nez, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sent pas 5 odeurs, on sent un nombre immense d'odeurs, comme on va le voir plus tard. Et donc, tout ce qu'on perçoit, tous les arômes sont perçus par le nez. Donc, c'est là qu'il faut que les molécules odorantes soient volatiles, parce qu'il faut qu'elles soient présentes dans l'air qu'on respire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient petites et volatiles. Mais ce n'est pas suffisant, vous allez le voir. Alors ça, c'est l'air qu'on est en train de respirer là dans la pièce. Donc il y a différents types de molécules, donc ils sont des gaz. Donc il y a beaucoup d'azote, la majorité. Il y a de l'oxygène, heureusement. Il y a un peu de CO2, pas trop. Il y a des molécules d'eau parce que l'air est chargé en humidité. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de respirer. Mais ça sent rien. Alors par contre, je m'éloigne trop de la machine. On ne veut pas. Si. Alors par contre, si vous aviez un verre rempli d'un vin de muscat, et vous sentez ce verre, donc vous allez sentir l'air de la pièce plus l'air qui est au-dessus du verre. Et là, en fait, dans cet air que vous inspirez,
il y a toujours de l'air, c'est-à-dire de l'azote, de l'oxygène, un petit peu de CO2 et de la vapeur d'eau. Et là, vous avez une molécule odorante qui est celle de tout à l'heure, le linalol, puisque je vous ai dit que c'est un arôme caractéristique du muscat. Et donc, vous allez inspirer ceci. Et c'est ça qui va faire que vous allez percevoir une odeur, un arôme. Les autres molécules n'y participent pas. Alors, finalement, comment est-ce qu'on perçoit cette odeur? Donc ça, c'est l'introduction. Je vais vous parler de vin un peu plus tard, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Mais c'est quand même important. Donc comment est-ce qu'on perçoit cette odeur? Donc on la perçoit dans le nez. Et puis à un moment donné, en fait, ça va nous transmettre un signal au niveau du cerveau qui va nous faire reconnaître que c'est du muscat si on en a déjà senti naturellement. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait au niveau de la paroi supérieure des fosses nasales là, on a des neurones spécifiques qui sont des neurones olfactifs. Donc c'est des cellules qui vont percevoir les odeurs. Et donc on a 300 types de neurones, je vais revenir dessus. Et donc c'est des neurones qui sont particuliers, ceux-là, pour des neurones, par le fait qu'ils se renouvellent en permanence. Donc on dit les neurones ça ne se renouvelle pas. En fait, la plupart des neurones ne se renouvellent pas, mais ceux-là si. Donc, typiquement, quand on en parle, les gens qui ont le Covid, certains d'entre eux perdent l'odorat parce que les neurones sont un peu abîmés là, mais ça revient parce que les neurones finissent par se régénérer, heureusement, et ça revient. Donc, c'est des neurones qui ont une durée de vie qui est de, je ne me rappelle plus, c'est 1 mois, un truc comme ça, et donc ils sont renouvelés en permanence. Et donc, on garde notre odorat en permanence. Donc, comment est-ce que ça marche pour percevoir cette molécule de linalol qu'on a ici? Donc, ces neurones, ils ont des molécules particulières. Ils ont des cibles là qui leur permettent finalement de percevoir l'air qu'on inspire. Et sur ces cils, il y a des molécules particulières qui sont des protéines, en fait, c'est des récepteurs. Et ces récepteurs, ils vont fixer les molécules odorantes. Donc c'est pour ça que je parlais de 300 récepteurs différents. Donc on a 300 types de neurones, chaque neurone il a son récepteur. Et donc on a 300 types de neurones qui ont chacun leur récepteur. Et ce récepteur, il est capable de fixer une ou des molécules odorantes. Donc là, par exemple, vous avez un récepteur au linalol. Donc pour ceux qui savent ce que c'est, ce sont des protéines qui sont dans la membrane des neurones. Et donc, par définition, pour qu'une molécule soit odorante, il faut qu'elle soit capable de se fixer sur un de ces récepteurs. Et ça va transmettre un signal au cerveau qui va dire « tiens, je sens quelque chose ». Donc une molécule qui se fixe, où on n'a pas un récepteur capable de la fixer, et c'est ce qui se passe pour l'air qu'on respire, c'est ce qui se passe pour l'eau. On n'a pas de récepteur au niveau de ces neurones olfactifs pour l'azote, pour le CO2, pour ce que vous voulez. Ça, on ne le sent pas. Par contre, on a des récepteurs en fait, capables de fixer le linalol, donc on détecte le linalol. Et donc, si vous sentez quoi que ce soit, quelle que soit l'odeur que vous sentez, ça veut dire qu'il y a un récepteur au moins parmi les 300 que vous avez qui est capable de fixer cette molécule. Et donc, il va transmettre l'information au cerveau en disant « là, je sens quelque chose ». Ok, donc en fait, le schéma qui se passe, c'est le linalol, si on parle de lui, il rentre dans le nez, il va se fixer il va vers les neurones, il se fixe sur un récepteur du neurone, le neurone donne un signal au cerveau, et là, on va percevoir l'odeur de muscat. Alors, pour qu'une molécule soit odorante, il faut qu'elle se fixe à un récepteur olfactif. Donc c'est vrai que le linalol dont je vous parle depuis le début, on le sent, mais par contre on ne sent pas le CO2. Donc nous, le CO2, ce n'est pas un arôme. Mais ça, c'est nous. Parce qu'en fait, il y a des animaux pour lesquels le CO2 est un arôme. Par exemple, les moustiques.
Donc les moustiques, ils sentent le CO2, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils sentent qu'on est là, parce que quand nous on respire, on émet du CO2, donc un animal à sang chaud, il fait du CO2, et donc le moustique, il ne sent pas le sang, il sent le CO2, et donc quand il sent du CO2, il se dit, tiens, il y a une bête dans le coin, et donc ça m'intéresse. Donc en fait, le fait d'être un arôme, c'est pas une propriété chimique de la molécule, c'est une propriété biologique en général, en réalité. C'est-à-dire c'est l'organisme qui perçoit la molécule, il peut la percevoir comme un arôme ou pas. Donc pour nous, le CO2, c'est pas un arôme, parce qu'on n'est pas capable de sentir, parce qu'on n'a pas le récepteur qu'il faut. Par contre, le moustique, lui, il a le bon récepteur et il la sent. Donc, qu'est-ce qu'une molécule odorante ? Qu'est-ce qu'un arôme ? Donc c'est une molécule qui est petite, volatile, et dont nous avons le bon récepteur qui permet de la percevoir. En fait, c'est ça la définition d'un arôme. Donc c'est pour ça que c'est une définition qui est en fait à la fois chimique et biologique. Donc il faut qu'elle soit volatile, ça c'est la partie chimique, mais il faut qu'on puisse la percevoir, nous, et ça c'est une propriété biologique, c'est une propriété à nous, c'est pas une propriété de la molécule. Donc c'est pour ça que je tenais à préciser un peu ce que c'est qu'un arôme, parce que c'est pas si évident que ça. Alors après, je vous ai dit qu'on est dans le nez, là, enfin un peu plus haut, on a 300 récepteurs olfactifs. Donc il y a des gens qui se sont posé la question, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on les connaît, ces récepteurs, c'est assez récent en fait. Donc la vision, c'est un sens qui est très connu depuis très longtemps. L'odorat, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on comprend bien comment ça marche. Parce que c'est un sens qui est assez compliqué. Donc je vous ai dit qu'il y a 300 récepteurs différents, donc on pourrait penser qu'on est capable de sentir 300 odeurs. On dit une molécule, elle a un récepteur, donc 300 récepteurs, 300 odeurs. En fait, c'est beaucoup plus que ça, comme on va le voir. Donc là, en fait, j'ai représenté tous nos neurones, là. Donc il y en a 300, vous pouvez compter. Et donc chaque neurone, ou chaque groupe de neurones, parce qu'on n'a pas qu'un de chaque sorte, c'est des groupes en fait, il porte un récepteur. Et là, c'est quand on respire l'air sans rien, sans odorant, en tout cas, que l'on détecte. Alors, si on sent du linalol, toujours la même molécule, qu'est-ce qui va se passer en fait ? En fait, le linalol, il ne va pas se fixer à un seul récepteur unique, il va se fixer plus ou moins bien à quelques récepteurs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait au sein de nos groupes de neurones ? En fait, ça c'est le degré de signal ou d'excitation du neurone. Et donc, il y a des neurones qui vont être très excités, qui vont envoyer un signal assez fort au cerveau, d'autres un peu moins, et puis la majorité, en fait, ils ne vont rien sentir du tout, puisqu'ils n'ont pas le bon récepteur. Donc ça veut dire que le linalol interagit fortement avec ce récepteur, avec celui-là, un peu moins bien avec celui-ci, encore moins bien avec celui-ci, et puis pas du tout avec les autres. Mais il n'empêche que le linalol, il va finalement déterminer un pattern ou un dessin d'excitation de différents groupes de neurones. Et ça, c'est le linalol. Alors, le linalol, c'est une molécule simple, c'est une molécule. Après, pardon. Là, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui sent un yaourt à la fraise. Donc, un yaourt à la fraise, c'est déjà un peu plus une fraise, c'est déjà un peu plus complexe comme odeur. C'est pas une molécule pure, hein. Il y a plein d'arômes. Donc là, forcément, quand vous sentez un yaourt à la fraise, ça va exciter plein de neurones, là, de groupes de neurones. Et donc, là aussi, il y en a qui vont pas être excités du tout, il y en a qui vont être excités un peu, d'autres un peu plus, d'autres beaucoup. Et ça, en fait, là encore, ça va déterminer, en fait, une sorte d'image. Et ça, c'est l'image olfactive de la fraise, en réalité. Et donc, quand tout petit, on sent des fraises pour la première fois, qu'est-ce qui se passe ? On a ça qui se passe dans notre cerveau. Cette image olfactive qui est déterminée par l'odeur de fraise. Et après, quand vous la ressentez, vous dites, tiens, ça me rappelle quelque chose, et c'est encore la fraise.
Et maintenant, si vous ouvrez un yaourt, donc on vous cache l'étiquette, si c'est un yaourt à la fraise, vous voulez dire ça c'est un yaourt à la fraise. Ou si c'est si c'est de la menthe, vous allez reconnaître de la menthe, si c'est enfin, des odeurs qu'on reconnaît de manière immédiate. Mais on les reconnaît pourquoi? Parce qu'on les a déjà sentis, parce qu'on sait ce que c'est. Donc en fait, dans le cerveau se rappelle de l'image olfactive de la fraise, et donc quand il sent la fraise, c'est comme s'il la voyait, il dit ça c'est une fraise. Mais naturellement, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un ce que sent la fraise si la personne ne l'a jamais senti. Donc c'est pour ça que l'olfaction et les odeurs sont très proches de la mémoire, parce que ça fait appel à la mémoire. Il faut avoir déjà senti la fraise, ou la banane, ou l'ananas, ou la menthe, ou ce que vous voulez, pour savoir ce que c'est. Donc si vous l'avez déjà senti, si je vous dis ça sent la menthe, quelqu'un qui l'a déjà senti dit oui, il voit très bien ce dont je parle. Quelqu'un qui n'a jamais senti la menthe, il ne voit pas, et en plus vous ne pouvez pas l'expliquer. Si vous lui dites ça sent la menthe, il va dire mais ça sent quoi la menthe? Ben, la menthe. C'est tout. On ne peut pas l'expliquer. Ok. Voilà. Alors là où je voulais en venir, c'est que vous voyez que là il y a 300 groupes de neurones qui peuvent être à différents degrés d'excitation quand ils sentent une molécule ou un ensemble de molécules. Et en fait, je ne veux pas rentrer dans les maths, d'autant plus que je ne suis pas trop mathématicien, mais toujours éthique, si vous avez différents degrés d'excitation répartis sur 300, ça vous donne une quasi-infinité, en fait, d'images olfactives. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont calculé combien on était capable de percevoir potentiellement de molécules d'odorants, c'est quasiment infini. Donc on a en fait notre sens de l'odorat, c'est en fait le plus sophistiqué de nos sens. C'est pour ça qu'on a mis du temps à comprendre comment ça marchait. C'est un sens qui est très sophistiqué. Donc il y a à peu près 300 gènes. Je vous dis, c'est les récepteurs, là c'est des protéines. Donc on a 300 gènes qui finalement vont être responsables de la fabrication de ces protéines dans notre génome, donc dans nos gènes. Oui, allez-y, oui. C'est significatif, c'est un des signaux. Oui. On connaît à peu près le nombre de combien on peut représenter? Non, le nombre de crans, non. Enfin, alors peut-être que certains le connaissent, je ne sais pas. Moi, c'est très schématique. J'en ai mis 4, il y en a beaucoup plus que ça. Non, ça va de... En fait, dans les neurones, pour qu'ils soient excités, il faut déjà dépasser un premier cran. S'ils restent en dessous, ils ne sont pas excités. Dès qu'on dépasse le cran, c'est excité, mais je ne saurais pas vous dire combien il y a de crans une fois qu'il est excité. Ça, je ne sais pas. On a un nouveau prix, c'est une centaine, pas plus. Oui, ça, effectivement. Sur l'olfaction, je ne pourrais pas vous dire. Et les gens qui, ce qu'on appelle les nez, comme je dis parfumeurs, oui. Ils ont plus de neurones ou ils non. Ils ont une meilleure excitation du neurone? Non plus. C'est comme un pianiste, il n'a pas plus de doigts et il sait s'en servir. C'est une question d'entraînement, de mémoire et d'analyse en fait. Il a pas plus de neurones, mais il a une puissance d'analyse dans le cerveau qui fait qu'il est capable de discriminer beaucoup plus d'odeurs. Donc c'est de l'analyse du signal en réalité, ce qui fait la différence entre un nez et quelqu'un comme vous et moi. Mais n'importe qui peut devenir un nez, quasiment. Comme... Il utilise mieux sa bibliothèque d'arômes. Il utilise mieux sa bibliothèque, mieux sa mémoire et mieux sa capacité d'analyse, on va dire, à séparer les constituants d'un arôme. C'est ça, c'est un entraînement du cerveau en réalité. Comme un chef d'orchestre qui va entendre un orchestre, s'il y a une fausse note, il y a 100 musiciens devant lui, s'il y en a un qui a une fausse note au milieu, il va l'entendre. Lui, il va l'entendre. Quelqu'un qui n'est pas chef d'orchestre ne va pas l'entendre. Mais même si la personne qui n'est pas chef d'orchestre, elle a exactement la même en termes de capacité, il n'a pas la capacité d'analyse qui permet de faire ça. Et en fait, un nez ou un œnologue, pour le vin, c'est pareil, il a une capacité d'analyse et beaucoup de schémas en mémoire qui va lui dire ça c'est un muscat, ça c'est un merlot,
ça, c'est une Romanée Conti 1980, je ne sais pas combien, enfin bon, bref. Donc, c'est l'apprentissage qui compte. Exactement comme le piano par rapport à quelqu'un qui a 10 doigts. Il ne suffit pas d'avoir 10 doigts pour jouer du piano. Ok, donc on peut de fait percevoir une quasi-infinité d'odeurs. Alors après, est-ce qu'on peut les analyser? Ça, c'est un autre problème. Mais les percevoir, oui. Alors, comme je vous disais, donc 300 récepteurs olfactifs, c'est 1% de nos gènes. On a 30 000 gènes à peu près dans notre génome. Donc, monsieur disait tout à l'heure, la vision, c'est 3 gènes. On a 3 récepteurs pour voir. Donc, pour sentir, on en a 300. Donc, vous voyez que c'est plus compliqué de sentir que de voir. Alors, vous allez me dire les chiens. Alors, les chiens sont meilleurs que nous, ils en ont 1 millier à peu près. Donc, ils ont des capacités d'analyse plus importantes encore. Mais pas tant que ça, en réalité. Ils sont plus forts, mais c'est pas... Enfin, on n'a pas un odorat qui est nul pour autant, de très loin. Ok. Alors, on va passer au vin, puisque c'est pour ça que vous êtes venus. Donc, maintenant qu'on a vu qu'on peut percevoir à peu près tous les arômes possibles et imaginables, d'où viennent les arômes des vins? Alors en fait, ils viennent de différentes étapes du processus qui transforme les raisins en vin, ou en vin âgé. Donc il y a effectivement des arômes qui sont présents au niveau des raisins. Après, quand on vinifie ces raisins, on a des arômes fermentaires qui vont se superposer à ça. C'est pour ça que du jus de raisin, ça n'a pas le même arôme que le vin. Le vin est plus complexe que le jus de raisin, parce que les levures vont rajouter une couche. Et après, en plus, une fois que le vin est soit en fût, soit même mis en bouteille, vous avez des arômes de vieillissement, donc vous avez des réactions chimiques d'oxydation, des réactions dues à l'acidité du vin, qui vont se dérouler très lentement et qui vont être responsables du vieillissement du vin. Alors, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais le vin évolue quand il est en fût naturellement et en bouteille également. On va s'intéresser surtout à ces arômes-là, parce que ceux-là ils dépendent des raisins, c'est ce dont je vais vous parler. On ne va pas tellement parler de cela. Donc c'est des couches de complexité croissantes. C'est ce qui fait que des vins âgés ont des complexités aromatiques qui sont très importantes par rapport aux raisins. Ok, donc si on reprend nos qualificatifs fruités, agrumes, floraux, épicés, quand on sent un verre de vin, en réalité, derrière ces qualificatifs, il y a des molécules que l'on sent. Alors c'est différentes familles chimiques, alors bon, les chimistes comprendront ce que je veux dire, les autres c'est pas très très grave, mais on a des molécules qui vont nous évoquer des arômes floraux, donc des terpènes, du phénylithanol par exemple, donc l'oxyde de rose, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a des composés aromatiques, alors aromatiques au sens chimique du terme, cette fois-ci, qui vont nous évoquer des arômes d'épices. Il y a d'autres arômes ici qui vont évoquer des odeurs un peu vertes, je vais revenir dessus. Il y a des esters là-haut qui vont donner des arômes un peu type ananas. Donc là, typiquement, ceux-là là-haut, c'est des arômes fermentaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents, le raisin ne sent pas l'ananas en général, mais ça, c'est les levures qui vont les fabriquer au cours de la fermentation. Pareil pour les arômes de banane dans le Beaujolais. Donc il y a des levures à banane, on le sait. Il y a des levures, on sait que si on prend 7 souches de levure, ça va donner des arômes de banane. Mais ça, c'est une propriété de la levure qui va utiliser naturellement des nutriments qu'elle trouve dans le raisin, mais c'est la levure qui fait ce type d'arôme. C'est des levures exogènes? Oui, en général, oui.
Hop, ça vient, voilà. Donc, parmi ces arômes, et donc les arômes des raisins, il y a ce qu'on appelle des arômes variétaux. C'est-à-dire que c'est des arômes qui sont assez spécifiques d'une ou de quelques variétés de raisins, de quelques cépages, et qui permettent justement aux connaisseurs d'identifier un cépage au nez ou en bouche également. Alors bon, juste un petit aparté, je vous ai dit que le goût c'était la bouche, le nez c'était les arômes. En fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand on prend un vin en bouche, on va le réchauffer, ça va évaporer. Vous savez que la bouche et le nez ça communique. Donc en fait on va sentir des arômes en bouche parce que le vin est dans la bouche, mais on va les sentir par le nez. C'est pour ça que quand on est enrhumé, qu'on a le nez bouché, ce qu'on mange, ça n'a pas tellement de goût, mais en fait, c'est pas que ça n'a pas de goût, c'est que ça n'a pas d'arôme. Parce que le nez et la bouche communiquent. Et en fait, la bouche sert d'exhausteur d'arôme, déjà parce que ça réchauffe, donc ça volatilise, et en plus, on a des enzymes dans la bouche qui vont modifier un peu les composés chimiques et libérer des arômes. Donc, il y a des arômes de type terpène, là je vais revenir dessus, qui sentent, certains la rose, certains les agrumes, enfin floraux on va dire, qui sont typiques des muscats, du Gewürztraminer, donc des vins aromatiques comme ça. Il y a un arôme assez spécifique de la Syrah, qui est la rotondone, qui est un arôme poivré. Il y a des arômes assez puissants qu'on trouve par exemple dans les Riesling. Alors, il y a des arômes de violette par exemple, alors je ne vais pas représenter ici. Et autrement, pour ceux qui connaissent le Riesling, il y a le TDN. Donc ça, c'est un arôme qui est assez pétrolé. C'est comme ça qu'on le qualifie. C'est ce qui est assez typique des Riesling âgés. Donc c'est un arôme qu'on ne trouve pas en général dans les vins jeunes, mais qui va s'accumuler dans la bouteille au cours du vieillissement. Alors là, c'est un arôme variétal, même s'il n'est pas présent dans les raisins. Donc si vous croquez un raisin de Riesling, vous n'allez pas sentir ça. Donc il va se développer en bouteille au cours du temps, donc au bout de 3, 4, 5 ans. Mais néanmoins, c'est quasiment spécifique au Riesling, donc c'est quand même lié à la variété. Donc il y a quelque chose dans le Riesling qui fait que dans la bouteille, en vieillissant, ce composé va s'accumuler. C'est un composé qui a une odeur assez puissante, et c'est vraiment typique des Riesling. Donc globalement, les gens qui connaissent le Riesling et les Riesling âgés, ils voient tout de suite de quoi je veux parler. Et naturellement, ceux qui ne connaissent pas, je ne peux pas leur expliquer ce que c'est, comme on a dit tout à l'heure. Enfin bon, c'est le pétrole. Donc, voilà. Alors d'autres arômes dont je vais parler, là, c'est les méthoxypyrazines. Donc ça, c'est des arômes assez verts, de pois, de poivrons qu'on trouve dans les Cabernet Sauvignon et les Sauvignons. Il y a des arômes qui sont des arômes soufrés, donc c'est des arômes très puissants. Ça aussi, c'est très puissant. On va revenir dessus. Des arômes soufrés qu'on trouve dans les Sauvignons, des muscats. Donc il y a des arômes un peu verts comme le buis, mais il y a des arômes plus fruités comme le fruit de la passion, le pamplemousse, qui sont déterminés par ce type de molécules. Et enfin, des molécules un peu plus exotiques qu'on trouve dans des vignes américaines, comme le méthylantranilate. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça sent à peu près la fraise tagada. Alors, je vais me dire, c'est pas fréquent dans les vins, c'est vrai, mais pas chez nous, parce que chez nous, c'est plutôt un défaut. Mais vous savez peut-être qu'on a importé des vignes américaines pour lutter contre le phylloxéra. Et donc, il y a pas mal de vignes américaines qui n'existent plus maintenant parce qu'elles ont été plus ou moins éliminées, mais qui avaient des odeurs assez fortes de fraise tagada. Donc, ça on appelle le caractère foxé pour ceux qui connaissent les vins. Donc, ça on n'aime pas en général, mais les Américains font du jus de raisin avec ce type de. Alors, pas tellement de vin, mais plutôt du jus de raisin avec ce type de vigne. Qui font ces arômes très forts. Quand on a croqué des raisins comme ça, c'est bon, pour l'après-midi, on a le goût en bouche. Quoi. Il n'y a pas un cépage qui donne un peu ça, le cépage Isabelle de pas des choses. Si, l'Isabelle, justement, c'est un hybride. Ouais. C'est un hybride d'américain, et effectivement. Pardon ? On trouve au
Probablement, oui. Mais en fait, il y en a en Italie. Bon, il y a encore en France certains hybrides qui sont autorisés. La plupart ont été interdits et arrachés. Mais il y en a qui sont encore autorisés et il y en a qui sont un petit peu foxés. Alors, pas trop, parce que les vraies vignes américaines vraiment riches en cet arôme-là, c'est très, très fort. C'est vraiment... la fraise Tagada, à côté, c'est léger, quoi. Ok. Donc pour revenir à un arôme qui est assez marrant, c'est cet arôme-là qui a une méthoxypyrazine. Alors ça, c'est un arôme de poivron. Alors quand je dis que c'est un arôme de poivron, c'est à l'identique. C'est-à-dire que c'est une molécule qui est présente dans le poivron et dans les pois, et qui est présente dans les raisins aussi, de Sauvignon. Donc c'est pois ou poivron vert. Alors c'est positif dans certains cas, donc en particulier les Sauvignons de Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose qui est recherché. Mais en France, on n'aime pas trop, donc vous savez qu'il y a pas mal de Sauvignons dans la région de Bordeaux. Et c'est un arôme de raisin pas très mûr. Alors ça arrivait avant, maintenant ça arrive beaucoup moins, parce qu'avec le changement climatique, finalement les raisins sont plus mûrs. Et maintenant on récolte des raisins qui sont quasiment toujours mûrs, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans en arrière, parce que des fois il fallait récolter parce que ça commençait à pourrir avant que ça soit complètement mûr. Et donc ça, c'est un des arômes les plus puissants qu'on connaisse avec l'éthiol. Donc le seuil de perception, c'est dans l'eau, c'est 1 nanogramme par litre. Alors 1 nanogramme par litre, ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Donc ça fait 1 microgramme pour 1000 litres, c'est-à-dire 1 mètre cube, et ça fait 1 milligramme pour 1000 mètres cubes. Donc 1 milligramme, ça fait moins d'une goutte, et 1000 mètres cubes, ça fait une piscine olympique, à peu près. Donc, si vous mettez une goutte de cette substance dans une piscine olympique, tout le monde va sentir le poivron, en plus du chlore. Donc, c'est vraiment très très puissant. Donc ça, c'est pas une piscine olympique, mais c'est pour donner l'idée, c'est très 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 puissant comme arôme. Ok. Donc, comment est-ce qu'ils sont fabriqués, ces arômes? Alors déjà, la plupart d'entre eux sont fabriqués dans la peau du raisin. C'est là que se passe le plus gros de ce qui est aromatique et ce qui est coloré d'ailleurs, parce que la couleur du raisin, en tout cas des variétés qu'on utilise en œnologie, se fait dans la peau. Donc il y a des variétés un peu plus exotiques qui sont colorées aussi dans la pulpe, là, mais la plupart des variétés qu'on utilise sont colorées au niveau de la peau, pour celles qui sont rouges. Donc dans la pulpe du raisin, c'est tout ce qui est sucre qui vont servir à la fermentation, glucose, fructose, et les acides, tartrique et malique, qui vont donner l'acidité au vin. Et tout ce qui est aromatique et coloré, ça se passe essentiellement dans la peau. Alors comment ça se passe? Alors là, il faut regarder à l'échelle de la cellule, donc on grossit beaucoup. Donc ça, c'est une cellule de peau de raisin. Donc, de raisin vert, là, parce que vous voyez des chloroplastes. Donc, une cellule, c'est 1/10 de millimètre en taille. Et en fait, il faut voir ces cellules comme des petites usines chimiques. Là, et donc, dans ces usines chimiques, en fait, il y a des chaînes de production de molécules qui peuvent être schématisées un peu comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui va produire les molécules? Alors, ce n'est pas des robots, naturellement, c'est des enzymes. Donc, c'est de la chimie et des réactions enzymatiques qui vont transformer des molécules pour fabriquer des arômes. Mais pour fabriquer des composés colorés aussi, qui sont les anthocyanes. Et puis pour fabriquer tout un tas d'autres choses, parce que les cellules elles sont vivantes. Donc, en fait, toutes les cellules sont équipées d'enzymes pour fabriquer toutes les molécules dont elles ont besoin en exploitant les molécules qu'elles reçoivent par la photosynthèse. Donc, si vous connaissez un peu la biologie, en fait, derrière de chaque enzyme, il y a un gène, donc, qui est dans le génome de la vigne. Donc, finalement, vous avez des gènes qui vont fabriquer des enzymes, et les enzymes vont fabriquer des arômes. Et c'est vraiment une chaîne de production, c'est-à-dire vous avez une voie de synthèse et chaque enzyme va rajouter des trucs. On va partir en général de précurseurs assez simples pour aller vers des choses plus compliquées.
Et par exemple, alors là, c'est de la chimie, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Si on prend la voie de synthèse du linalol dont on parlait tout à l'heure, là, depuis notre arôme, depuis le début, là, ça part de composés assez simples, le pyruvate, le glycéramique 3-phosphate, et puis il y a des enzymes, qui suivent. Et on arrive ici. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, bon, une bonne dizaine. Bon, sachant que ces précurseurs-là plus simples, ils ne sortent pas de nulle part non plus, il y a encore des enzymes au-dessus qui vont les fabriquer. Donc vous avez en réalité plusieurs dizaines d'enzymes qui vont participer à la formation de ce linalol dans les cellules de la peau de raisin. Alors maintenant qu'on a vu comment a été fabriqué un arôme, mais c'est vrai pour d'autres molécules, hein, pour la couleur c'est pareil, qu'est-ce qui fait la différence entre différents cépages qui n'ont pas les mêmes arômes? Bon, pas les mêmes couleurs non plus, mais je ne veux pas parler de couleurs. Alors on va revenir un peu sur les arômes. Et donc on dit souvent qu'il y a des arômes qui sont floraux. Alors c'est pas seulement l'image, en réalité, parce que bon, il y a par exemple le géraniol. Alors, le géraniol c'est le copain du linalol, il nous ressemble beaucoup, on va voir ça plus tard. Et donc le géraniol en fait c'est l'arôme majeur des roses. Alors vous allez me dire, il y a plein de roses qui sentent différemment, c'est vrai, mais elles font globalement toutes du géraniol à différents degrés, et c'est vraiment un arôme qui est associé à la rose. Et en fait, c'est exactement le même que vous trouvez dans certains vins, en particulier Gewürztraminer, donc c'est la même molécule. Et donc ça sent la rose, ben, c'est pas un hasard, puisqu'ils fabriquent cette même molécule. Alors la rose fabrique d'autres molécules, le Gewürztraminer fabrique d'autres molécules aussi, donc c'est pas identique, mais par contre ça évoque la rose parce que vous avez une partie commune. Et si on revient à notre schéma de tout à l'heure, là, celui-là, en fait toutes les molécules que vous voyez ici, c'est des molécules qui évoquent le vin, qui sont présentes dans le vin et dans les raisins, mais qui sont présentes aussi dans les fruits et fleurs que je vous montre ici. Donc en fait, ce n'est pas des molécules qui sont spécifiques du raisin. La vanilline, en fait, il y en a dans les raisins, il y en a dans les vins. Alors vous allez me dire, elle vient des fûts de chêne, pour ceux qui connaissent, c'est vrai, mais elle vient aussi des raisins. C'est exactement la même que vous trouvez dans la vanille. Le génol qui sent la girofle, c'est exactement le même que vous trouvez dans le Gewürztraminer que celui du clou de girofle. Le phényléthanol qui sent la rose, c'est le même dans le vin, et ainsi de suite. L'oxyde de rose, comme son nom l'indique, ça sent la rose, pareil. Donc toutes ces molécules-là, en fait, elles sont présentes dans tous ces autres fruits et fleurs, là, mais vous les retrouvez dans le vin. Donc ce qui fait en fait un peu l'originalité des raisins, c'est qu'il est capable de faire une grande diversité de molécules qui sont présentes dans d'autres fruits et fleurs, et il est capable de les faire toutes. Et c'est pour ça que quand on sent des verres de vin de différents cépages, il y en a qui vont trouver de la mûre, d'autres de la groseille, d'autres de la framboise, d'autres de l'ananas, d'autres du citron, du pamplemousse, du machin. Et en fait, oui, parce qu'il y a toutes ces molécules-là. Donc la vigne est capable de faire une très grande variété de molécules. Alors pas toutes les molécules qui sont présentes chez tous ces fruits naturellement, mais certaines d'entre elles au moins, si bien que ça nous évoque en fait tous ces différents fruits et fleurs. Alors, il y a un autre truc qui est assez important en termes d'arôme, c'est la notion d'arôme libre et lié. Alors, il y a un exemple. Alors bon, l'exemple c'est Gewürztraminer. Alors Gewürztraminer, c'est même très alsacien, donc ça ne parle pas tellement aux gens, mais je vous parlais du muscat après, c'est plus parlant. Donc le Gewürztraminer, il est très riche en géraniol. Et en fait, quand vous avez un vin de Gewürztraminer, assez souvent, son qualificatif c'est floral et rose. Mais ça marche parce que le géraniol, il est libre, c'est-à-dire qu'il est sous forme comme ça, là, et il est volatile. Mais en fait, en réalité, dans le raisin, ce géraniol libre-là, il y en a très peu. Il est attaché à un sucre. Et donc, je vous ai dit que pour qu'une molécule, on la perçoive comme odorante, il faut qu'elle soit petite et volatile.
Et là, si vous attachez le géraniol à un sucre, ben, il est plus petit, enfin il est plus très petit et il est plus volatile. Donc ben, on ne le sent plus. Donc quelqu'un qui goûte un raisin de Gewürztraminer, c'est rien de spécial. Le raisin de Gewürztraminer, ça n'a pas d'arôme particulier. Par contre, le vin a l'arôme. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pardon. Non. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est la vinification et le vieillissement du vin, les deux, qui font que les levures d'un côté et puis l'acidité du vin pendant le vieillissement vont... Donc dans les raisins, il y a beaucoup de géraniol lié à un sucre là, et donc en fait, là, ça va être coupé ici par l'action des levures pendant la vinification et pendant le vieillissement du vin, et en fait petit à petit, ce stock de géraniol lié à un sucre va libérer du géraniol, cette fois-ci qui est libre, qui est volatile, et c'est celui-ci qu'on perçoit. Donc c'est pour ça qu'un raisin de Gewürztraminer, qui est pourtant un gros stock de géraniol lié, il ne sent pas le géraniol, il ne sent pas la rose. Par contre, le vin de Gewürztraminer, lui, va sentir la rose. Mais dans le muscat, on le sent, le muscat et on sent le vin. Justement, je dis bien. Vous avez remarqué que sur les marchés, on ne vend pas de Gewürztraminer, on vend du muscat. Et il y a une bonne raison pour ça. C'est parce que l'arôme, donc le géraniol, c'est l'arôme typique de Gewürztraminer. Et lui, en fait, il est peu aromatique en bouche parce qu'il est lié à un sucre. Et le linalol, je dis, c'est l'arôme typique du muscat, mais lui, il est quasiment jamais ou assez rarement lié à des sucres. Pour une raison assez simple, non, mais chimique, c'est que là, l'oxygène qui permet d'accrocher au sucre, il est directement accessible. Ici, il est plus difficilement accessible et en réalité, c'est plus compliqué chimiquement à faire ça. Mais toujours est-il que les muscats, ils ont leur stock de... Voilà, faut pas qu'ils nous laissent tomber là. Non, ils ont leur stock de linalol qui est majoritairement libre, et donc un raisin de muscat, c'est immédiatement aromatique. C'est pour ça qu'on achète du muscat comme raisin de bouche, mais pas de Gewürztraminer. Alors qu'un Gewürztraminer peut faire du vin aromatique. Mais il lui faut l'aide de la levure et du vieillissement. Donc le muscat, c'est un raisin qui est immédiatement aromatique en bouche et qui naturellement fait des vins aromatiques. Il y a quand même une contrepartie à ça, c'est que là, vous voyez qu'il y a un stock qui est libéré petit à petit. Là, en fait, c'est libre immédiatement, mais c'est volatile, ça. Donc ça veut dire qu'un vin de muscat, en général, c'est pas un vin de garde, parce qu'en fait, c'est volatile, et ça passe à travers le bouchon, et si vous gardez un vin de muscat à 10 ans, il ne sentira plus grand-chose. Ce qui n'est pas le cas d'un Gewürztraminer. Pour ce Gewürztraminer, vous avez le stock qui se libère lentement, et vous allez pouvoir garder 20 ans un Gewürztraminer, bon, naturellement, il sera encore aromatique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait un liquoreux avec le Gewürztraminer? Du sucre, il n'est pas attaché? Non, parce qu'en fait, c'est le même sucre, chimiquement c'est le même sucre, mais si vous voulez, dans le sucre du vin, il y a le sucre qu'on va sentir en tant que sucre, et il y a le sucre qui est accroché à des arômes, mais si vous voulez, en termes de masse, le sucre qui rend le jus de raisin sucré, c'est une masse énorme. Par rapport à celui qui est mobilisé par les arômes, c'est très très peu. Donc en masse et en nombre de molécules, si vous voulez, les arômes représentent très 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 peu par rapport à la masse de sucre qu'il y a dans le raisin. Donc en fait, quand vous hydrolysez le sucre pour libérer des arômes, ça ne participe pas du tout à l'impression sucrée. Il y a très largement assez de sucre par ailleurs pour qu'on perçoive le sucré. Donc le jus de Gewürztraminer, quand on le presse, c'est 300 grammes par litre, à peu près. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, 300 grammes de sucre par litre, c'est beaucoup. Si vous lui mettez 300 grammes de sucre et 1 litre d'eau, vous avez l'impression que ça ne va pas rentrer. En fait, si, mais donc c'est très très sucré. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on fait du vin avec le raisin, c'est que c'est un des fruits les plus sucrés qui soit. En fait, il n'y a pas d'autres fruits qui arrivent à avoir cette quantité de sucre. Et donc, faire autant d'alcool. Ce qui est quand même le but.
Ok. Alors, on a vu que le Riesling, il fait du linalol, le Gewürztraminer, il fait du géraniol. Alors, pourquoi est-ce que... pourquoi c'est comme ça? Donc là, effectivement, si on prend différents vins issus de différents cépages, alors le chardonnay, c'est un vin qui n'est pas très aromatique. Bon, ça a des arômes de brioche, enfin, c'est pas que ça n'a pas d'arôme, mais ça n'a rien à voir avec un Riesling, un Gewürztraminer, un Muscat, on est bien d'accord. Et il fait très peu de terpènes, de géraniol, de linalol, c'est quasiment rien. Donc le Riesling, c'est déjà un peu mieux, c'est un peu plus expressif au nez, donc il fait un peu de linalol et assez peu de géraniol. Donc un muscat, alors c'est un muscat alsacien, mais ce sera la même chose pour un muscat du sud. Il fait pas mal de linalol et un peu de géraniol. Un Gewürztraminer, c'est l'inverse. Il fait pas mal de géraniol et un peu de linalol. Alors, si on reprend notre voie de biosynthèse, là, je vous ai dit que le linalol et le géraniol, ils étaient copains. En fait, ils ont le même précurseur, ici. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Et en fait, il y a deux enzymes qui vont utiliser ce précurseur. Une qui s'appelle la lys pour linalol synthase et qui fait du linalol, et l'autre qui s'appelle la GES pour géraniol synthase, peu importe, mais elle fait du géraniol. Donc en fait, il y a un précurseur qui va faire soit du géraniol, soit du linalol. Plus d'autres composés même. Je vais me concentrer sur ceux-là qui sont les plus abondants en fait. Donc si on veut savoir finalement, si on regarde le muscat ou le Gewürztraminer, en fait, ils font tout ça, pareil, et puis là, il y en a un qui va cette direction et l'autre qui prend cette direction-là. Donc, si on se demande finalement, c'est quoi les gènes importants ou les enzymes importantes dans cette biosynthèse qui est assez compliquée, en fait, on peut faire de la génétique, et c'est ce qu'on fait à Colmar. Donc, ce que font mes collègues, il y a une équipe de génétique de la vigne. Et en fait, quand on veut, chez l'homme, quand on veut étudier, trouver le gène qui cause une maladie génétique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des études de génétique, on regarde des généalogies, on fait des choses comme ça. Et en fait, chez les plantes, on fait la même chose. Sauf que chez les plantes, on peut faire des croisements. Et donc, on peut croiser, par exemple, un Riesling par un Gewürztraminer. C'est ce qu'on a fait. Il y a des enfants, là. Donc, ça, c'est le papa, ça, c'est la maman. Et parmi les enfants, il y en a qui sont roses comme maman ou blancs comme papa, il y en a qui sont aromatiques comme maman. Donc ça va, le caractère va se distribuer dans la descendance. Et donc en faisant des études de génétique sur lesquelles je ne vais pas insister, on peut identifier dans le génome de la vigne quel gène va être responsable de ces caractères. Alors c'est vrai pour la couleur et c'est vrai aussi pour le côté aromatique. Et donc, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? En fait, on se rend compte que qu'est-ce qui fait la différence entre le Riesling et le Gewürztraminer? En fait, c'est deux gènes en réalité. C'est celui-ci. Alors, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait, on aurait dit, c'est facile, c'est ces deux-là, puisque c'est ce qui fait la différence. En fait, non. Certes, c'est un des deux, c'est celui-là, mais le deuxième qui fait la différence, en fait, il est là-haut. Il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette voie de biosynthèse compliquée, là, on va se focaliser sur l'essentiel, qui est cette enzyme-là, ici, et puis ces deux-là, là. Donc, l'enzyme du haut, là, s'appelle DXS, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est son petit nom. Et puis là, vous avez celle qui fait le géraniol et celle qui fait du linalol. Et je vous rappelle que le géraniol, il est attaché à son sucre, là, et le linalol, il est libre. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est la partie importante de la biosynthèse. Donc qu'est-ce qui se passe chez le Riesling? Alors je vous rappelle, le Riesling, lui, il fait un peu de linalol, un petit peu de géraniol, et lui, il est normal, en fait. C'est-à-dire que c'est l'état normal de la vigne, des raisins. Donc lui, il a son enzyme DXS, là, hop, la voie de biosynthèse fabrique les deux. Et là, il y a la géraniol synthase qui fait du géraniol et la linalol synthase qui fait du linalol. Sauf que la lys, là, l'enzyme, elle est un peu plus costaude que celle-là. Et je vous rappelle qu'ils ont le même précurseur. Là. Ils se battent en fait pour le précurseur.
Et en fait, quand elles se battent, c'est elles qui gagnent. Et donc, c'est ce qui fait que le Riesling, il a un peu plus de linalol que de géraniol. Et voilà, ça c'est l'état, on va dire, à peu près classique d'un raisin. Alors vous allez me dire pourquoi le chardonnay n'a rien du tout, je ne sais pas. Parce qu'il doit avoir un problème un peu plus en haut. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez le muscat? Alors le muscat, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un mutant. Donc c'est un mutant naturel. Donc il y a des mutations qui se passent tout le temps chez les plantes, chez les animaux. Il y en a qui sont gênantes, ça peut faire des cancers, ça peut faire tout un tas de trucs. Il y en a qui ne sont pas très gênantes, il y en a même qui sont avantageuses. En agriculture, on a sélectionné plein de mutations avantageuses. Les carottes sauvages, elles ne sont pas oranges, elles sont blanches. On a sélectionné des carottes oranges parce que c'est sympa, c'est joli. Les cerises sauvages sont toutes petites. On a sélectionné des cerises qui sont plus grosses. Les raisins sauvages sont tout petits, ainsi de suite. Donc il y a des mutations qui sont avantageuses et qui sont sélectionnées. Et en fait, il y a une mutation, alors dans un vignoble ancestral, il y a une mutation qui est arrivée quelque part, et un viticulteur ancestral un jour qui a goûté ses raisins, puis il est tombé sur un truc, il a dit oh, celui-là il est vachement bon. Il a un goût, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mutation qui fait que cette enzyme DXS là, elle est devenue beaucoup plus active que l'enzyme normale, et en fait, elle s'est mise à faire. Là, la voie de synthèse s'est mise à carburer beaucoup plus, et au lieu de faire du linalol comme ça, elle a fait du linalol comme ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça, cette enzyme, elle va booster la voie, et là, vous avez un suraccumulateur naturel d'arômes. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la linalol synthase, elle est plus costaude que la géranol synthase, donc en fait, ça part un peu plus par là, donc on a un pattern qui ressemble à ça. Et pourquoi est-ce que la différence entre ça et ça, c'est juste cette enzyme qui est tout en haut de la voie, qui est beaucoup plus costaude et qui va pousser toute la voie, et donc ça se met à accumuler des arômes. Exactement comme la carotte. La carotte, ce que vous avez dans la carotte qui donne le côté orange, c'est du bêta-carotène. Donc toutes les carottes sont capables de faire du bêta-carotène, la carotte sauvage aussi, sauf qu'elle en fait très peu. Et en fait, la carotte orange, c'est une activation de la voie de synthèse qui fait qu'elle en fait beaucoup, et donc ça accumule, ça devient orange. Là, c'est exactement pareil, sauf que ce n'est pas de la couleur, c'est de l'odeur. Donc ça, c'est ce qui s'est passé chez le muscat, et donc c'est quelque chose qui a été sélectionné par un viticulteur, ou des viticulteurs ancestraux. C'est arrivé chez eux sur un cep de vigne, ils ont goûté ça, ils ont dit « Waouh, celui-là, il est super bon ». Donc ils l'ont mis de côté, et puis le voisin l'a piqué un peu, et ainsi de suite, et ça s'est propagé comme ça. Puisque la vigne, ça se propage par bouture, et de manière clonale. Donc en fait, c'est comme ça que ça s'est propagé. Alors le Gewürztraminer, là. Alors lui, donc le muscat, c'est juste l'enzyme du haut, là, qui est super costaud. Alors Gewürztraminer, lui, il fait l'inverse, en fait. Il ne fait pas de linalol, et il fait beaucoup de géraniol. Alors lui, c'est un double mutant naturel. Donc il a la même super DXS costaude là, que le muscat, là. Sauf que lui, il a un problème. Lui, c'est un mutant au niveau de la linosynthase. Donc celle-là, elle ne marche plus très bien chez lui. Donc normalement, celle-là, c'est celle qui est plus costaude et qui tire vers le linalol, mais en fait, elle ne tire plus puisqu'elle ne marche plus très bien. Donc la géranol synthase, elle a le champ libre, elle n'a plus de concurrence. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle fait du géraniol. Et comme le géraniol, il a toujours avec du sucre, ça fait du géraniol lié avec un tout petit peu de linalol, alors que le muscat précédemment faisait beaucoup de linalol avec un tout petit peu de géraniol. Donc le muscat, c'est un mutant naturel sur une enzyme en haut de la voie de biosynthèse. Et le Gewürztraminer, c'est un double mutant qui a la même mutation que le muscat en haut, mais qui a une deuxième mutation qui fait qu'il a perdu la capacité à faire beaucoup de linalol. Et donc naturellement, c'est l'autre enzyme qui était concurrente qui rafle la mise.
Donc c'est ces deux mutations qui expliquent finalement la différence entre un ricin qui est normal, un muscat qui est super d'excess et un gewürztraminer qui a un double mutant. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir, alors les mutations ça se fait au hasard, donc c'est quelque chose qui est, ça arrive. Et donc des muscats il y en a plein en réalité. Vous avez le muscat de Hambourg, le muscat d'Alexandrie, le muscat Ottonel, le muscat, enfin bref. Donc il y a plein de variétés de muscat et c'est des mutations qui sont arrivées pour certaines de manière indépendante, parce qu'en fait ça arrive. Par contre, un gewürztraminer, il n'y en a qu'un. Parce qu'il y a deux mutations et forcément avoir deux mutations, c'est moins probable que d'en avoir une. Donc il y a plein de muscats, il y a plein de variétés de muscats, mais il n'y a qu'un gewürztraminer. Et la version non mutée du gewürztraminer, c'est le savagnin rose. Donc savagnin rose, en fait, c'est un gewürztraminer qui est non aromatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette mutation là-haut. C'est le même chose que le Pierre. Oui, je pense, c'est ça. Oui, bon. Je demande aux voix alsaciens, je ne suis pas alsacien du tout. Donc je parle du Gewürz comme si j'étais né dedans, mais non. Je suis lyonnais, c'est plutôt le Beaujolais. Donc oui, c'est le Klevener. Donc voilà. Donc en fait, on connaît, si vous voulez, on connaît la forme non aromatique, c'est-à-dire non mutée du gewürztraminer, c'est le savagnin rose, qui est lui-même un mutant du savagnin blanc. Donc ça, c'est un autre... Ok. Donc c'était pour vous montrer comment des travaux sur les cépages alsaciens permettent de comprendre en fait comment sont fabriqués différents types d'arômes. Alors c'est vrai dans les cépages alsaciens, mais c'est vrai dans les muscats du monde entier. C'est exactement le même principe. Tous les muscats, ils ont en commun d'avoir cette mutation dans le gène DXS qui fait qu'ils accumulent beaucoup de terpènes. Voilà, donc c'est des mutations, comme je l'ai dit, spontanées et qui font ces différences, et je pense que c'est tout. Voilà. Merci pour votre attention.